Bonjour et bienvenue dans l'émission L'invité santé. Ils sont pédiatres, psychologues, orthophonistes et ils viennent de publier une tribune dans le journal Le Monde pour alerter les parents sur les dangers d'une surexposition des jeunes enfants aux tablettes et aux smartphones. Des retards de langage aux troubles du spectre autistique, les ravages du numérique sur des cerveaux en construction menacent la jeune génération. Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Comment y faire face? Une spécialiste nous répond. Elle est mon invitée. Docteur Alice Ducanda, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin de protection maternelle et infantile, la PMI, dans l'Essonne, et vous êtes co-signataire de la tribune signée dans Le Monde qui alerte les parents sur les dangers de cette surexposition des enfants au numérique et aux tablettes. Des enfants dans cette situation, vous en voyez tous les jours. Pouvez-vous nous décrire ce phénomène ? Alors, le phénomène, il s'exprime de plusieurs façons. Tous les enfants que je vois n'ont pas les mêmes troubles. Mais quand même, on retrouve de façon générale des troubles qui touchent toutes les compétences du petit enfant. Donc, ça touche la motricité fine qui concerne ce qu'on fait avec les mains, la motricité globale qui concerne ce qu'on fait avec le corps. Donc, motricité fine, par exemple, c'est des enfants qui ne peuvent pas serrer les doigts. Alors, on va y venir, mais d'abord, ces enfants ont quel âge et quelle est la quantité d'usage des tablettes ? Alors, dans mes consultations de PMI, où ce sont les parents qui prennent rendez-vous et que je vois à la PMI, ils ont entre 0,2 et 0,3 ans. Et je suis aussi médecin scolaire des petites et des moyennes sections dans ma ville, comme tous les médecins de PMI normalement. Et là, ce sont les écoles qui me signalent les enfants en difficulté de petites et de moyennes sections, donc de 2 ans et demi à 4 ans et demi. Et combien de temps consacre-t-il aux tablettes et aux smartphones dans une journée ? Ceux que je vois en difficulté, c'est environ au moins 4-5 heures par jour et ça peut aller jusqu'à du permanent puisqu'on compte dans les écrans la télé allumée en arrière-plan sans que l'enfant la regarde. Donc les parents pensent que l'enfant n'est pas devant l'écran, mais c'est une exposition aux écrans, on en parlera tout à l'heure. Alors l'Association française de pédiatrie citait il y a quelques mois des chiffres disant que 50% des enfants de 0 à 4 ans étaient exposés aux écrans au moins 30 minutes par jour. Est-ce que ce chiffre vous paraît raisonnable ? Non, c'est beaucoup plus. Ils ont un autre chiffre. Ils disent que 47% des parents d'enfants de moins de 3 ans donnent régulièrement leur smartphone à l'enfant, sans compter la tablette, l'ordinateur du grand frère ou la télé. J'ai un autre chiffre que j'ai juste eu hier. Aux USA, chez les 2-4 ans, il y a un taux d'utilisation des médias mobiles, donc smartphone, tablette, qui est passé de 39% en 2011 à 80% en 2013. C'est-à-dire que les Américains considèrent que 80% des 2-4 ans utilisent régulièrement des smartphones et des tablettes. Donc c'est vraiment un phénomène en augmentation. Comment en est-on arrivé là ? Alors comment en est-on arrivé là ? La vague numérique s'est invitée dans tous les foyers, dans toutes les familles, sans vraiment que ce soit accompagné de recommandations. Où il y en a, mais on se rend compte que la portée est limitée puisqu'on arrive à ce phénomène. Donc il y a très facilement 10 à 20 écrans par foyer. L'enfant est exposé parce qu'il est directement 10 à 20 sur l'écran. Ce chiffre paraît délirant, mais c'est une réalité. Si vous comptez que tous les plus de 10 ans ont un smartphone, qu'il y a 1 à 3 télés, une console de jeu, une tablette, un ordinateur, on arrive très vite à 10 à 20. Ça veut dire que toute la journée, l'enfant est confronté dans sa vie quotidienne à une tablette, qu'elle soit sur un téléphone ou un téléviseur. Alors, j'ai des enfants qui sont toute la journée dessus. Alors, pourquoi ils sont toute la journée dessus ? Parce que ça capte l'attention involontaire de l'enfant. Il est attiré, même s'il fait sa petite tour de cube dans le salon, il est attiré par l'écran et il ne peut plus s'en passer. Les parents l'ont aussi trouvé comme outil pensant bien faire, c'est-à-dire que l'enfant pleure, et devant la télé ou devant l'écran, il se calme. Donc pour eux, leur enfant est mieux. Et puis, ils l'utilisent finalement de plus en plus. Les parents me disent des fois pour manger, pour dormir, pour se calmer. Et puis le problème, c'est qu'on a remarqué, nous, professionnels de terrain, que c'est un phénomène addictif. Donc les enfants en veulent de plus en plus. S'ils ont des jouets adaptés à côté, ils les abandonnent. Ils veulent la tablette, le téléphone, la télé. Et quand on leur retire, ils pleurent en général une semaine. Alors, on va parler dans un instant des conséquences psychologiques sur le cerveau des enfants. Mais justement, ce cerveau, pourquoi c'est si important d'y prendre garde de ce cerveau qui est en construction chez l'enfant? Quels dégâts peuvent faire effectivement l'usage de ces tablettes? Alors, il faut comprendre
que le bébé humain est un des animaux qui naît le plus immature. Le cerveau est tout petit parce que s'il était plus grand, il ne passerait pas le bassin de la maman. Donc les connexions cérébrales sont très pauvres et tout est à se construire entre 0,2 et 0,3 ans. Et notamment quelque chose de très important, c'est l'attachement. C'est le lien très fort entre le parent et l'enfant, l'interaction qui se fait par, on comprend bien, on le regarde, on lui sourit, on le porte, on répond à ses besoins. S'il est triste, on va lui dire tu es triste. Et c'est toute cette relation qui met le bébé en confiance affective et qui lui permet d'explorer son environnement. Et c'est avec l'exploration de son environnement réel, avec les 5 sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher surtout, que l'enfant va développer ses connexions cérébrales. L'enfant ne peut pas développer ses connexions cérébrales en 2 dimensions. Il faut que ce soit en 3 dimensions, dans l'exploration et l'expérience, et en interaction humaine avec sa famille. Si je vous comprends bien, l'usage excessif des écrans menace le développement normal d'un cerveau d'un enfant. Ah, tout à fait. Alors ça, on le voit tous les jours. Tout à fait. Alors, maintenant, parlons des traductions chez l'enfant. La première qui est citée dans la tribune que vous avez publiée, c'est le retard dans le langage. Alors, c'est effectivement la chose qui interpelle le plus les parents parce que c'est facile. Après le développement de l'enfant, les parents ne connaissent pas forcément les différentes étapes. C'est à nous, médecins, aux spécialistes, de pouvoir leur dire on est inquiet pour votre enfant. Donc le langage, on voit des retards de langage, c'est-à-dire qu'on voit des enfants de 4 ans qui ne disent pas un mot, qui ne font pas de babillage, baba, dada. C'est impressionnant. On a des enfants qui parlent mais qui n'utilisent pas le mot de bon escient. C'est-à-dire que je vais lui dire est-ce que tu préfères le poulet ou le chocolat ? Ils vont me dire d'accord. Ils utilisent des mots, mais complètement à contresens. C'est parce que quand on entend parler à l'écran, on peut se dire l'enfant, il apprend devant un dessin animé ou il apprend devant une tablette. Et en fait, absolument pas. Le tout petit ne peut pas apprendre si c'est une machine qui lui parle. Il faut que ce soit dans l'interaction humaine, dans l'intention de communiquer, je m'intéresse à toi, et surtout qu'il lui parle de quelque chose qui veut dire quelque chose dans ce qu'il est en train de vivre. Par exemple, s'il pleure et qu'on va lui dire « tu pleures, tu es triste, je te prends dans les bras », ça veut dire quelque chose parce que c'est ce qu'il vit. Ou bien « je vais mettre tes chaussures, donne-moi ton pied », il est en train de donner son pied et de mettre sa chaussure, ça veut dire quelque chose. Mais si ce sont les mêmes phrases dites dans un écran, dans un dessin animé, en fait, ça ne prend pas sens dans le cerveau de l'enfant. Il y a un autre élément que vous citez, c'est l'absence totale de réaction de ces enfants qui se mettent dans un coin et qui ont tendance parfois à s'isoler. Alors, on voit des enfants dans l'isolement total, indifférents au monde qui les entoure, que ce soit objet ou personne, des enfants dans leur bulle. Si je les appelle par leur prénom, ils ne lèvent pas la tête. Ou il y en a certains qui lèvent la tête, mais après, quand je parle, leur regard est déjà parti ailleurs, ils ne posent pas leur regard sur moi. Donc, des enfants qui ne sont pas dans l'interaction humaine, et je le dis dans ma vidéo, on le dit dans la tribune, ce sont des troubles à l'extrême qui peuvent mimer en tout point les troubles du spectre autistique. On ne peut pas faire la différence entre un enfant atteint de troubles du spectre autistique et un enfant atteint de surexposition aux écrans. C'est impossible de faire la différence. Autre élément, la frustration qu'éprouve l'enfant si on va lui enlever sa tablette, et puis des crises de colère. Alors ça, c'est vraiment spectaculaire et c'est ce qui complique l'arrêt des écrans. Parce qu'on se dit, après tout, il suffit d'arrêter. L'enfant est comme drogué et quand on lui enlève l'écran, il se roule par terre, il hurle, il est très agité. S'il voit le sac à main ou d'habitude sort le téléphone de maman, il se jette sur le sac à main. C'est impressionnant. Donc il faut bien, on va en parler tout à l'heure, voir comment on accompagne les parents. C'est extrêmement compliqué pour les parents. Vous dites également que ces enfants ont un autre rapport, vous en parliez d'ailleurs il y a quelques secondes, un autre rapport aux objets. L'une des institutrices qui vous a, je crois, contacté parlait de la main papillon. Expliquez-nous ce que c'est. Donc, je parlais tout à l'heure des retards moteurs. C'est évidemment très patent à l'entrée à l'école maternelle puisqu'on doit utiliser ses mains, ses doigts pour tenir le crayon. Donc, les institutrices, les psychomotriciennes, les kinés remarquent que les enfants ne peuvent plus utiliser leurs mains parce qu'ils n'ont pas utilisé leurs mains de 0 à 3 ans. Donc, elle appelle ça les mains papillons, c'est-à-dire que l'enfant sait ouvrir la main pour accueillir le smartphone ou la tablette, on doit avoir la main ouverte, et puis l'autre main, ils écartent les doigts, et puis ils font juste un mouvement d'effleurement de l'écran, ce qui suffit pour actionner une tablette. Et donc c'est comme des mains papillons, écartées, ouvertes, qui font ce geste-là, mais ils ne savent pas resserrer leurs doigts pour attraper un crayon, mettre un cube l'un sur l'autre. Ça veut dire que ces enfants ne peuvent pas dessiner, par exemple. Exactement. Donc on a des enfants qui ne pourront pas rentrer en CP, et donc justement qui développent de tels troubles qu'ils rentrent dans le handicap. On est obligé de demander une AVS dans les écoles
aide de vie scolaire, parce qu'ils ne peuvent pas faire les activités, parce que quand ils sont dans leur bulle, on comprend bien, il faut que quelqu'un leur prenne la main pour faire le dessin, ou bien on a des tels troubles du comportement, des enfants qui tapent, qui griffent, qui s'enfuient, qui montent sur les bancs, on est obligé de demander une personne supplémentaire à l'école. Et pour demander une AVS, il faut monter un dossier MDPH, Maison départementale des personnes handicapées. Donc on a tous les ans des milliers d'enfants qui rentrent dans le handicap alors qu'ils n'auraient pas dû être handicapés. Vous dites que certains n'arrivent même plus à ouvrir un livre ou à prendre un livre oui. Et le manipuler. Exactement. Des institutrices nous disent dans la cour il y a des jouets, à l'école il y a des jouets, ils ne savent pas quoi en faire parce qu'ils n'ont pas joué. Quand vous décrivez ces situations, on a vraiment l'impression que l'enfant est hypnotisé par l'écran et qui finalement, petit à petit, s'enferme dans une bulle. Exactement, c'est ce qu'on voit. Ça le coupe de toute relation. Et comme plus il fait d'écran, plus il a envie d'en faire, il est encore plus coupé de la relation. Et si les parents sont occupés ou fatigués ou pensent pas mal faire, parce que le problème de surtout les petites tablettes avec les applications éducatives, vendues d'ailleurs spécialement pour l'enfant, ou les smartphones, ou les émissions spéciales bébés, font répéter à l'enfant les chiffres, les lettres, les formes, les couleurs, des fois dans toutes les langues. Le petit enfant répète et le parent est très fier, pense que l'enfant apprend. Il me dit, docteur, il parle, il dit 1, 2, 3, 4. Mais en fait, ça ne veut rien dire. Il répète par automatisme cérébral et quand il voit un 2, il va me dire 2 alors que je lui pose même pas la question. Je suis en train de lui dire, comment tu t'appelles? Il me répond 2 s'il voit un 2. Voilà. En revanche, il voit 2 verres sur la table, il est incapable de dire qu'il y a 2 verres sur une table. Exactement. Si je lui dis donne-moi 2 verres, il n'est pas capable de savoir ce que ça veut dire. Et si je lui dis compte-moi le nombre de crayons sur la table, il est incapable de compter. Il répète des mots qu'il ne veut rien dire. Et l'autre fois, j'ai eu un petit garçon qui faisait toujours le même jeu sur les couleurs sur la tablette. Et quelle que soit la question que je posais, quel âge tu as, assis-toi, donne le jouet à papa, il voyait des couleurs sur la table et il me disait les couleurs alors que je ne lui demandais pas. Ces automatismes cérébraux sont même des choses qui viennent dans la bouche de l'enfant, qu'il prononce sans qu'il le recherche. Autre conséquence majeure, passer du temps sur les tablettes, c'est priver ces enfants d'activités exploratoires. Or ça, c'est indispensable au développement du cerveau d'un enfant. Exactement. L'enfant doit explorer, doit tester, doit découvrir. Il va prendre des cubes, il va essayer d'en mettre un, c'est pas le bon, il va en mettre un autre et son cerveau qui réfléchit construit toutes ces connexions cérébrales. Et on comprend bien qu'avec les écrans, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Et je voulais parler effectivement on dit les enfants sont de très nombreuses heures, parce qu'il faut compter la télé allumée en arrière-plan, alors que l'enfant ne la regarde pas. Mais il est en train d'emboîter ces petits cubes. Tout d'un coup, les flashs sonores de la publicité, ou de son dessin animé, ou du jingle de 20h, me disent les parents, le déconcentre de ce qu'il est en train de faire, l'attire. Et quand il revient sur son jouet, il ne reprend pas là où il en était. Donc il n'a pas fini son exploration et ses connexions cérébrales ne peuvent pas se former jusqu'au bout. Cette semaine, lors d'une conférence à Londres, une addictologue, je ne sais pas si vous avez vu, oui, Mandy Saligari, oui, a fait une déclaration. Je vous propose de la découvrir. Elle disait, lorsque vous donnez à votre enfant une tablette ou un téléphone, c'est comme si vous lui donniez une bouteille de vin ou 1 gramme de cocaïne. Est-ce qu'on est là dans la formule ou est-ce que ça traduit vraiment une réalité? Alors nous, c'est notre réalité de terrain. Mais justement, on demande des recherches, des études scientifiques pour prouver scientifiquement ce qu'on est en train de dire sur le concret. Moi, j'ai beaucoup de témoignages depuis que j'ai mis ma vidéo sur YouTube de professionnels. Et j'ai une éducatrice de jeunes enfants qui m'a dit, j'ai le cas d'un petit garçon de 4 ans. Son papa le voit se réveiller toutes les nuits, vers 4 heures du matin. Et toutes les nuits, il va prendre le téléphone de son papa qui est posé sur la table de nuit pour jouer. Les enfants se réveillent de plus en plus tôt pour aller sur les écrans. C'est vraiment un phénomène qu'on peut comparer à une drogue. Parce qu'il y a de l'addiction et donc de la dépendance. Exactement. L'enfant ne peut plus s'en passer. Si on lui enlève, il est dans un état d'agitation, de stress, de colère qui est difficile à supporter pour les parents. Et malheureusement, les parents le remettent devant l'écran parce qu'ils, des fois, n'ont pas d'autre solution. Certains parents se rendent compte que stop, ça suffit, c'est à cause de l'écran et arrivent à supporter ces crises d'une semaine, mais pas tout le monde. Et c'est ce qu'on voit, nous, tous les jours. Donc, on a vraiment besoin d'accompagner les parents. Les parents ne pensent pas mal faire et ne sont pas des mauvais parents. Qui a informé, quand on achetait une tablette pour un bébé de 12 mois, que ça pouvait être dangereux, qu'il fallait l'utiliser de façon très particulière? Alors justement, la présence de l'écran dans la vie quotidienne de l'enfant est un obstacle délétère dans la relation avec les parents. Nous allons voir pourquoi dans la deuxième partie de l'émission. On en parlait à l'instant, vous évoquez la place centrale des écrans dans la maison, que ce soit dans un usage actif ou passif.
Par exemple, lorsqu'un enfant voit ses deux parents sur leur smartphone et que la télé est allumée, quel message reçoit l'enfant? Alors, c'est effectivement un très grand problème. Ce n'est pas seulement l'enfant qui est devant les écrans, c'est aussi ses parents et sa famille qui sont de plus en plus devant les écrans. Le phénomène addictif, il est moindre chez les parents, c'est pas la même chose, mais on a quand même tous envie d'aller voir si on a un mail, un SMS, prendre des nouvelles, où il y a des parents qui continuent à travailler sur leur tablette à la maison. Donc, on en voit, effectivement, ça diminue, c'est du temps volé aux interactions entre le petit et le parent, alors que c'est primordial pour l'enfant, pour construire sa sécurité affective, comme je disais tout à l'heure, de comprendre que le parent exprime une émotion et le lit sur le visage. Mais ça, c'est l'expérience qui le fait, c'est le temps. Pardonnez-moi, est-ce que l'enfant perçoit qu'il y a un manque d'intérêt des parents à son égard? Alors oui, et on a d'ailleurs une étude allemande très intéressante, une campagne d'information qui demande aux parents de passer du temps avec leurs enfants. Et ils ont interrogé des parents, et des enfants, mais ils ont aussi interrogé des parents. Et il y a une petite fille, je crois, de 5 ou 6 ans qui disait « Il faudrait que je sonne comme le téléphone de maman pour qu'elle vienne s'intéresser à moi ». En fait, on est comme dans du tabagisme passif, c'est-à-dire ce que font les parents est nocif pour les enfants. Oui, et les parents ne s'en rendent pas forcément compte, culpabilisent aussi. Donc bon, c'est vraiment une discipline, une hygiène de vie avec écran qu'il faut adopter quand on a des tout petits à la maison. Alors vous appelez ça l'accrochage primaire, c'est-à-dire que effectivement c'est l'échange qu'il y a entre le parent et l'enfant, mais le problème est aussi dans l'autre sens. Donc on peut imaginer que dans les deux sens, ça pose un problème à l'enfant. Le parent qui ne porte pas une attention ou l'enfant qui se détourne du regard. Si vous voulez, les écrans diminuent toutes les interactions. Celle de l'enfant qui va par exemple montrer ce qu'il a fait de façon très fière, un dessin à son parent, et le parent n'est pas disponible, il est sur son téléphone, ou alors il va juste faire un vague « c'est beau, c'est bien, continue », alors qu'il n'aurait pas eu l'écran. Il aurait fait « oh, c'est magnifique, on va l'accrocher sur le frigo, oh, c'est beau, c'est quoi que tu m'as fait », etc. Donc ça diminue ces interactions-là, et puis ça diminue les interactions dans l'autre sens, comme vous disiez tout à l'heure, du parent vers l'enfant. Le parent va moins s'occuper de l'enfant, moins jouer, moins lui lire de livres, sortir se promener. Toutes ces interactions et ces activités indispensables, je le répète, aux tout petits de 0 à 4 ans. Alors, cette psychologie de l'échange a été décrite dans une expérience menée en 1975 aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on décrit dans la Tribune du Monde. Donc ils ont mis un enfant de 1 an en face de sa maman, et sa maman était dans l'échange justement du babillage, de l'émotion. Il y en a un qui faisait arreux, l'autre qui faisait arreux, etc. Et je suis contente de te parler. Et tout d'un coup, on a demandé à la maman de se tourner et de revenir quelques secondes après et d'avoir un visage complètement lisse face à son bébé. Et le bébé, très vite, a essayé de babiller, de sourire, de reproduire l'échange qu'il avait eu avec sa maman. Et voyant une maman qui ne réagissait pas, s'est mis complètement à se désorganiser, à se stresser, à pleurer, à faire des gestes saccadés. Et ils ont arrêté l'expérience assez vite parce qu'on comprend très bien que ça met à mal cet enfant. Et cette expérience qu'on appelle le still face, on comprend bien qu'elle est multiples fois répétée dans une famille. C'est-à-dire qu'on est peut-être en train de jouer avec l'enfant, de lui parler, le téléphone sonne ou il y a un SMS qui arrive et on va aller regarder et on interrompt ça. Et donc, on estime que c'est préjudiciable au tout petit. Rassurons les parents, cette désynchronisation des regards et de l'attention est réversible. Alors nous, ce qu'on constate, en tout cas chez les tout petits, et je ne saurais pas dire jusqu'à quel âge, c'est que quand les parents arrêtent complètement les écrans, où je recommande 1 heure maximum par jour, et se mettent à essayer de penser, de plus parler à l'enfant, de jouer, d'interagir, de sortir se promener, à ce moment-là, on voit des troubles complètement réversibles. En tout cas, je les vois 1 mois, 2 mois, 3 mois après. Il faudrait faire des études pour voir si ça ne pose pas de séquelles plus tard dans la construction du petit et dans les apprentissages. Alors justement, sur les études, on a maintenant un peu de recul sur l'usage excessif des tablettes, notamment aux États-Unis où le phénomène est arrivé peut-être plus tôt qu'en France. Sait-on comment évoluent ces enfants à l'adolescence, voire même à l'âge adulte ? Alors, je ne peux absolument pas vous dire. Nous réclamons des études, et j'ai un projet de recherche qui devrait démarrer avec un service de pédopsychiatrie d'Île-de-France. Mais ce qu'on peut dire quand même, ce qu'on a remarqué pour la télévision, parce qu'il y a eu beaucoup d'études sur la télévision, très peu sur les écrans mobiles. Donc, on réclame aussi des études sur les écrans mobiles. C'est que plus tôt l'enfant était soumis à l'écran de la télé, que ce soit passif ou actif, et moins il pourra s'en passer à l'âge adulte. Et j'ai d'ailleurs, dans mes consultations, des mamans qui me disent « je ne pourrais pas arrêter la télé ».
Elles me le disent comme ça. Et je leur demande, est-ce que chez vous, toute petite, il y avait la télé en continu? Et elles me disent oui. Il y a vraiment une corrélation. Est-ce qu'on peut craindre un phénomène de désocialisation à l'âge adulte pour ces enfants surexposés durant leur jeunesse? On peut craindre énormément de choses, puisqu'il construit ses relations sociales en les vivant, en interaction avec l'autre, que ce soit ses parents, ses pères, ses frères et sœurs, les amis. Et on voit ces enfants isolés dans leur bulle, dans leur famille et à l'école, qui vont avoir du mal à construire des relations sociales. Et donc, il faut vraiment, c'est pour ça qu'on tire la sonnette d'alarme, réagir maintenant, faire un grand plan de prévention, parce que sinon, on va vers une génération sacrifiée. Comment répondre à cet enjeu de santé publique? C'est ce que nous allons voir dans la dernière partie de l'émission. Dans quelques semaines, des centaines de milliers de Français vont partir en vacances. Ils vont prendre le train, l'avion, la voiture. Qu'est-ce que vous dites aux parents qui vont leur confier, leur donner des tablettes pour être tranquilles et pour faire passer le temps du voyage? Alors, le problème de la surexposition aux écrans, ce n'est pas une journée, c'est quand c'est répété tous les jours. S'il y a un voyage en avion qui est extrêmement compliqué et que pendant 2 heures, le petit regarde un dessin animé, qu'il regarde 2 heures un dessin animé. L'important, c'est que quand ils vont arriver sur le lieu de vacances, ils proposent à l'enfant d'autres choses. Et les parents me disent, c'est plus facile en vacances. Il fait beau, on sort, il y aura de la famille. On a beaucoup de mamans isolées qui, des fois, n'ont pas d'autres recours aussi que l'écran. Donc, il faut... c'est ce que je disais tout à l'heure, mettre des aides en place et proposer autre chose. Pendant les vacances, si c'est juste le temps du voyage, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Et on l'explique à l'enfant. T'es un dessin animé, tu peux pas sortir, t'es attaché, etc. Et puis après, on fera plein d'autres choses. On ira se baigner, tu pourras voir mamie, tu vas jouer, on va jouer au ballon. Et c'est vraiment sur la durée. On a bien compris que si pendant une journée, l'enfant est devant un écran, mais que ce n'est pas répété, ça fera pas le même effet que cette exposition qui est répétée quotidiennement. Alors, autre situation fréquente, c'est le petit frère de 3 ans qui pleure parce que le grand a une tablette et que lui n'en a pas. Comment on fait pour le raisonner? Alors, on est tout à fait d'accord. Et donc, il y a des préconisations en fonction de l'âge, 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Nous, avec le collectif que je suis en train de monter, on est plutôt pour une gestion familiale. C'est-à-dire que c'est impossible de limiter le temps d'écran à 2 ans. Enfin, 2 ans, on dit 0 écran. 0 d'écran à 2 ans, puis 1 heure à 4 ans, puis tu peux aller sur Internet autant que tu veux à 12 ans. C'est impossible. Donc, il faut vraiment... accueillir la famille et la conseiller en fonction de ce qu'elle vit, elle. Qu'est-ce que peuvent faire les parents? Dans cette famille-là, quels sont les écrans? Le grand frère, il fait quoi? Il joue? Comment on peut faire? Et donc, c'est du cas par cas. Donc, c'est-à-dire que la famille doit tenir même un conseil, si elle ne vient pas vous voir, faire un petit conseil de famille sur qui et comment va être utilisé. Exactement. Quand je reçois les familles en consultation, je prends du temps parce que tout ça, ça prend du temps. Et je leur dis, alors, il y a qui dans la famille? OK. Alors, papa, il est très télé. OK. Et le grand frère, il fait ça. Et on met en place quelque chose comme un contrat, ce que les parents pensent pouvoir faire. Et je leur dis, ce soir, vous réunissez toute la famille, ou samedi, ou dimanche, voilà. Et vous essayez, par exemple, déjà, vous ne pouvez pas supprimer la télé, enlevez-lui complètement le téléphone et la tablette. Voilà. Et on voit ce qu'on peut faire avec chaque enfant et avec chaque famille. Mais on ne peut pas faire sans considérer le reste de la famille, évidemment. Alors, vous appelez à une campagne nationale de prévention pour cet enjeu de santé publique. Mais comment concrètement éduquer et accompagner les parents, vous le disiez, qui sont confrontés continuellement à ces exigences de la part des enfants plus ou moins grands? Alors, je pense qu'il faut faire une campagne massive de prévention. On met bien sur les petits jouets trop petits et que l'enfant risque d'avaler, interdit aux 0-3 ans. Je pense qu'à chaque fois qu'on introduit un écran dans une famille, donc tablette pour enfants, mais tablette pour parents, il devrait y avoir un message aussi d'information. C'est ce que réclamait Steve Jobs quand il a sorti l'iPad d'ailleurs. Il a demandé des recommandations qui n'ont jamais été faites. Donc il faut des recommandations, des campagnes d'information, mais pour les parents, j'ai envie de dire, à partir du moment où on introduit un écran, il faut tout de suite savoir comment on va le gérer et comment on va le limiter. Si on ne peut pas limiter la tablette et le téléphone une demi-heure, eh ben, il vaut mieux pas le donner. L'enfant de 0 à 4 ans n'a absolument aucun bénéfice à tirer de ces écrans, contrairement à ce que justement l'Académie des sciences a donné comme avis en janvier 2013, puisqu'en janvier 2013, l'Académie des sciences écrivait « Les tablettes visuelles et tactiles suscitent au mieux l'éveil précoce des bébés au monde des écrans, car c'est le format le plus proche de leur intelligence. » Ce qu'on constate tous les jours, c'est exactement le contraire. Et comme je disais tout à l'heure, il répète les mots, mais il n'apprend pas. L'Académie des sciences, pourtant, ce n'est pas un rassemblement de médecins ou de spécialistes incultes. Ce sont des gens qui se sont penchés sur les études. Comment expliquer qu'ils en viennent à ce genre de considération ou à ce genre de propos?
Alors, je ne sais pas quel lien ils ont avec tel ou tel lobby. On peut se poser la question. Je ne sais pas, on se pose la question. En tout cas, nous, les professionnels de la santé qui avons signé la tribune dans Le Monde et qui allons écrire bientôt au gouvernement, on voit des enfants tous les jours. Il faut demander l'avis des spécialistes qui voient ces enfants, qui voient les dégâts tous les jours. C'est très important. Donc, les tablettes et les smartphones, ça envahit les familles depuis 5 ans. Et les spécialistes, leurs recommandations, il faudrait les réadapter, effectivement. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que malgré l'avis d'Académie des sciences, ou à cause, je ne sais pas, en tout cas, cet avis a fait que, nous, c'est une explosion des troubles à cause de l'exposition massive aux écrans. Les parents qui sont exposés à ces situations et qui nous écoutent aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut leur conseiller de consulter qui? Parce que finalement, on ne sait pas qui consulter. Alors, quelles sont vos préconisations? C'est très important. On est des centaines de professionnels, on sent à penser la même chose, pédiatres, orthophonistes, médecins de PMI, pédopsychiatres. Et puis, il y a beaucoup de médecins ou de professionnels de santé qui n'ont pas forcément fait le rapprochement. Donc nous, ce qu'on demande, c'est aussi de former, de sensibiliser tous les professionnels petite enfance. Ça peut être l'éducatrice de jeunes enfants ou l'auxiliaire de puériculture en crèche, l'enseignante, le médecin de famille, aux conséquences des écrans sur le développement de l'enfant. Et quand un enfant a des troubles, petit, entre 0 et 4-5 ans, il faut maintenant toujours penser aux écrans. Ça peut être autre chose, évidemment. Mais cette cause est tellement prépondérante, massive, majeure maintenant, il faut toujours poser la question des écrans. Et ensuite, accompagner les parents à limiter ces écrans. Docteur Ducanda, merci. Mais avant de partir, je ne pouvais pas vous laisser partir sans que vous nous donniez quelques références ou quelques indications sur la durée raisonnable de l'usage des écrans en fonction des âges. Alors, on est très nombreux à recommander, alors pour les Américains c'est en dessous de 2 ans, pour les Français c'est en dessous de 3 ans, 0 écran en dessous de 3 ans. Vous imaginez combien c'est difficile, puisque la télé allumée en fond d'écran, les parents regardent le journal télé, le petit de 1 an est par terre en train de jouer, il est exposé aux écrans. Donc c'est difficile à appliquer. C'est très difficile à appliquer, c'est ça qu'il faut voir. Moi je demande aux parents, ils ont souvent du mal à se passer des informations le soir, je dis vous regardez les informations le soir, mais stop, c'est tout. On a des sites, on a la chance d'avoir des sites d'information continue. Si vous pouvez coucher votre petit et ensuite regarder toutes vos séries, toutes vos émissions, les informations en streaming. Et après donc 3-4 ans? Alors après, on est très nombreux à recommander 1 heure. Vous imaginez, c'est quand même très peu. Et très difficile puisque l'enfant est addict et veut en faire de plus en plus. Il y a sur Internet le site d'une spécialiste psychologue qui a signé la tribune avec nous, qui s'appelle Sabine Duflo. Vous pouvez aller sur sabineduflo.fr. Elle a élaboré depuis quelques années déjà la méthode des 4 pas. Et il y a un petit film très pédagogique, très facile à regarder, qui dure quelques minutes. Et elle donne les conseils des 4 pas. C'est-à-dire, pas d'écran le matin, notamment avant l'école, avant la crèche, quand il part quelque part. Pas d'écran à table, parce que c'est le moment où il y a le plus d'interaction. Pas d'écran au coucher, parce qu'on sait, on n'en a pas parlé, mais ça donne des problèmes de sommeil considérables, pour plein de raisons. Et pas d'écran dans la chambre. Et c'était facile de dire qu'il n'y ait pas de télé dans la chambre avant, mais maintenant ils prennent leur tablette, ils prennent le smartphone des parents, qui est occupé ailleurs, et ils vont sous la table et ils vont dans leur chambre. C'est extrêmement compliqué d'élever des enfants maintenant avec les écrans. C'est bien plus compliqué qu'avant. Donc il faut développer les aides aux parents. C'est pour ça que dans ma vidéo, je parle d'école de parents. Je travaille dans un service de PMI. La PMI, c'est spécialisé dans l'accompagnement des familles, la prévention du tout petit. Je demande à ce qu'on développe tous les services de PMI et qu'on embauche du personnel. Et c'est plutôt le contraire qu'on est en train de voir en ce moment, puisque nous sommes des services départementaux très contraints sur le plan budgétaire. Donc par exemple, la famille qui est confrontée à ce problème peut appeler une PMI pour essayer d'avoir des renseignements ou un accompagnement. Alors, on n'est pas tous sensibilisés, comme moi ou comme mes collègues, sur le problème des écrans. Ceux qui n'ont pas la chance d'habiter l'Essonne parce que vous y exercez, qu'est-ce qu'ils font? J'exerce qu'à Viry-Châtillon et on est en pleine discussion. Alors les autres font quoi? La vidéo que j'ai faite a au moins l'intérêt de se questionner. On n'est pas forcément tous d'accord, mais il faut quand même qu'on se pose ces questions par rapport à ces constats. Écoutez, ils peuvent déjà revisionner la vidéo que j'ai faite sur YouTube en tapant mon nom. Allez voir le site de Sabine Duflo, Les 4 pas. Il y a aussi l'association Joue, Pense, Parle, créée par les 2 orthophonistes qui ont signé la tribune dans Le Monde avec moi. Et puis écoutez, en ce moment, c'est un sujet dont on parle beaucoup. On espère pouvoir faire encore plus de sensibilisation, des livres, des documentaires pour aider le plus possible les parents. On vous réinvitera l'année prochaine pour voir où on en est et si cette campagne que vous appelez de vos voeux depuis un certain temps se produit. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité santé.
Merci de votre fidélité.